municipal. En procuration, donc, nous avons Monsieur Éric Carroux qui donne procuration à Patrick Scotto. Monsieur Aram Bonir qui donne procuration à Sophie Mérès. Michel Delafont qui me donne procuration. Dominique Führer qui donne procuration à Aura Roche. Gabriel Simonet donne procuration à Malika Yayaoui. Adrien Guichardas à Lundi Paola. Karine Bello à Hicham Margoum. Et Thibaut à Serge. Est-ce que vous avez des commentaires sur le compte-rendu du dernier conseil municipal ? Non, pas de commentaires. Je vous propose qu'on désigne un secrétaire et je vais proposer à Laurence de façon très arbitraire. Est-ce que vous êtes tous d'accord que ce soit Laurence? Allez, donc on part comme ça, la presse arrive. Tiens, Serge. Merci. Alors, premier point à l'ordre du jour concerne la motion de soutien à la candidature de la Drôme Sud-Provence pour accueillir la Drôme Sud-Provençale pour accueillir 2 réacteurs d'EPR de seconde génération. Donc, comme vous le savez, il y avait eu une dynamique qui avait été lancée il y a quelques mois par des élus de tous bords politiques pour apporter le soutien à la candidature de l'EPR sur le Tricastin. Il a été souhaité de réaffirmer ce soutien par les élus de l'intercommunalité et les différentes communes. Donc, on vous propose de voter ce vœu de soutien à la candidature de l'EPR. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Pas de questions. Je vous propose qu'on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une. Et donc, majorité. Une abstention. Point numéro 2, je vais laisser la parole à Malika Yayaoui. Alors, cette délibération concerne le dispositif centre-ville et village. Donc, l'idée étant de faire valider la possibilité de convenir d'une convention cadre pluriannuelle. Alors, pour rappel, le 13 novembre 2020, Madame le maire donc, avait sollicité une subvention auprès du conseil départemental en vue d'envisager la redynamisation du centre-bourg. Suite à un appel à projet lancé par le conseil départemental, appel à projet qui s'appelle Centre, Ville et Village. Le 27 juin 2022, donc lors du dernier conseil municipal, a été validé le plan d'action cœur de ville avec différents axes thématiques qui avaient été abordés et présentés, en l'occurrence habitat et cadre de vie, économie de proximité, tourisme et attractivité, vivre ensemble, équipements et services. Ensuite, donc le 6 mai 2019, le conseil départemental avait prévu justement une délibération dans le cadre de ce projet cadre. Et puis, le 14 septembre 2022, au dernier conseil communautaire de la CCDSP, voilà, le soutien avait été apporté par l'intercommunalité. Donc l'idée aujourd'hui est d'autoriser Madame le maire à signer la convention cadre pluriannuelle jointe à la délibération d'une part, et d'autre part d'envisager la possibilité de proroger cette convention au-delà du 31 décembre 2024. Très bien, y a-t-il des questions ? Délibération, oui. Bonsoir à tous. On va voter une délibération dans laquelle le conseil départemental ne votera que lundi. On est bien d'accord? Puisque c'est stipulé et c'est souligné en jaune. Il n'y a pas l'avis encore dans la convention. C'est marqué élaboration du plan d'action conformément au terme de l'appel à projet commune de Nanzère bénéficier. La commune organique développement et thématique réunie le 3 octobre, donc c'est lundi, a émis un avis de point d'interrogation.
Oui, en fait, chaque collectivité délibère au fur et à mesure de ses conseils. Le conseil communautaire a délibéré, c'était la semaine dernière, je crois qu'on avait un conseil communautaire, et le département va délibérer, pas cette semaine, mais la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, chacun délibère à son tour en fonction, mais ça, c'est une convention sur laquelle les 3 collectivités ont partagé avant de la présenter dans les instances de chaque collectivité. C'est bien de le savoir, tout, on ne savait pas. Oui. Tout. Et puis j'ai une question aussi, parce qu'il est stipulé là, tout à la fin, donc justement sur les différents aménagements, une aire de camping-car à la place du centre de loisirs actuel lorsqu'il sera démoli. Est-ce que vous avez prévu de faire une consultation des habitants ? Alors ça, c'est vraiment un projet plutôt à moyen terme, on dira. C'est ce qu'on a identifié comme potentiellement un site intéressant, mais sur lequel il n'y a pas du tout de choses arrêtées. Donc oui, il y aura un échange avec les habitants sur cet espace-là. D'autres questions ? Non. Je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Point numéro 3, donc Alain Di Paola, dans le cadre de ce cœur, dans le plan d'action Cœur de Ville. Oui, effectivement, cette délibération découle de celle que l'on vient d'adopter. Dans le cadre du plan d'action Cœur de Ville, la commune souhaite mettre en place un dispositif incitatif d'aide au ravalement des façades visibles depuis le domaine public. Pour ce faire, un projet de périmètre et de règlement a été élaboré, vous l'avez joint en annexe. Le périmètre concerné sera limité aux zones UA et UBP du PLU, c'est-à-dire le centre historique, et étendu aux devantures commerciales situées dans le périmètre d'action Cœur de Ville. L'enveloppe globale des subventions sera de 30 000 € courant jusqu'au 31/12/2024. Il est proposé d'attribuer une subvention de 20% du montant TTC des travaux sans excéder 5 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver la mise en place d'une aide communale au ravalement des façades, approuver le règlement précisant les conditions d'attribution de l'aide communale, fixer l'enveloppe globale de subvention à 30 000 € pour la période allant jusqu'au 31/12/2024, engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire et l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Pour juste une petite précision supplémentaire, la zone UA du PLU correspond à la zone du cœur de ville et la zone UBP à la zone du faubourg historique. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? 2 ou 3 questions. Comment vous allez communiquer auprès des commerçants pour leur faire connaître cette délibération? Comme auprès des Donzérois, c'est-à-dire ça passera dans le journal de Donzère, tous les canaux de communication et avec un courrier auprès d'eux, ceux qui sont dans le secteur. Ensuite, est-ce que la dotation, entre guillemets, ou l'aide, elle sera attribuée par société, par personne? C'est-à-dire, si, imaginons qu'une personne a plusieurs commerces dans ce périmètre, est propriétaire de plusieurs commerces, est-ce que cette personne pourra bénéficier de plusieurs aides, ou est-ce que, parce que 30 000 €, bon, c'est bien hein, déjà, mais voilà, malheureusement, on ne pourrait peut-être pas donner à tout le monde. Donc en gros, est-ce que ça sera le premier arrivé, le premier servi, ou est-ce que une personne qui a plusieurs commerces, est-ce qu'elle pourra avoir plusieurs aides, ou est-ce que vous allez tenter de distribuer un petit peu à tous ceux qui demandent? Ouais, le but principal, c'est de rendre plus attractif et d'enjoliver le cœur de ville, le centre historique. Donc c'est par façade que la subvention sera attribuée. Si on laisse de côté certaines façades parce que le propriétaire a déjà bénéficié d'une subvention sur un autre côté, on n'arrivera jamais à avoir quelque chose d'harmonieux. Donc ce sera très certainement par façade que ce sera attribué. Oui, et en complément, on sait que le coût d'un ravalement de façade, là on vient vraiment pour impulser, mais il y a quand même un reste à charge qui reste
pas simple pour le propriétaire ou la personne qui a la société. Donc voilà, la personne qui aurait énormément de bâtiments sur Donzère, si elle a la capacité de faire, eh ben, on l'aidera comme n'importe quel autre propriétaire. Si il s'avérait vraiment qu'on se retrouve dans une situation où l'enveloppe des 30 000 euros est en deçà parce qu'on a énormément de demandes, ce qui serait hyper positif pour Donzère, on reposera la question au niveau du conseil municipal et on rallongera l'enveloppe qu'on avait déjà prévue dans le budget de 2022. Donc là, on a élargi l'enveloppe parce qu'on s'est dit c'est l'enveloppe 2022-2023 qui permet de faire jusqu'à la date qui a été indiquée, mais on ne cassera pas la dynamique. L'intérêt, c'est que ça se restaure dans le centre ancien. Bon, après, il est probable qu'il y ait des trous quand même, entre guillemets, puisque comme vous dites, on sait que ça a un certain coût, donc tous les propriétaires ne pourront pas forcément faire les travaux. On est là juste pour impulser, effectivement. Mais c'est important que les propriétaires qui sont dans une réflexion de rénovation de façade se rapprochent de la mairie. Comme ça, on les accompagnera dans cette rénovation de façade. En fonction de la particularité de la façade, s'il y a un intérêt architectural, ils peuvent avoir d'autres aides aussi. Donc voilà, mais tout ça, on le communiquera sur les différents canaux d'information de la commune pour qu'on essaye justement de balayer le plus de personnes et que ça impulse une vraie dynamique. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Non, je vous propose qu'on le mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point numéro 4, hein, c'est ça. Donc, concernant la convention d'accompagnement vers l'intégration au réseau espace naturel sensible Dromois avec le département de la Drôme. Il y avait déjà eu une ébauche de projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site de Beauvert et du plateau des Roches qui avait été élaboré en 2010. On est exactement sur la partie qui concerne la zone biotope qui est au-dessus des falaises. Et donc, afin de permettre une maîtrise foncière et puis d'assurer un entretien de cet espace qui a une valeur environnementale sans précédent sur la commune, on propose de pouvoir demander au département d'être espace naturel sensible, d'être labellisé espace naturel sensible pour après engager toute une réflexion de gestion avec les propriétaires de cet espace-là. Donc c'est le sens de la délibération qui vous est proposée aujourd'hui et de la convention qui est annexée. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet-là? Oui, si je peux. Bon, je ne vois pas d'objection, bien sûr, c'est important de préserver la nature. Par contre, lorsqu'on est ENS, dans le PLU, ça peut bloquer aussi certains projets de construction. Ce serait peut-être bien de le repréciser, ce que ça engage derrière. Alors, tout à fait. Là, aujourd'hui, on est déjà sur le site Biotope qui arrête la construction sur ces espaces-là. Donc, en fait, on avait cet espace Biotope qui protégeait l'espace et qui interdisait la constructibilité sur cet espace-là. Là, ce qu'on fait avec cet espace naturel sensible, c'est qu'on met en place une gestion de cet espace pour éviter que des plantes invasives prennent tout l'espace et que potentiellement on peut avoir des feux et que l'écosystème soit complètement déstabilisé. Voilà. Donc, en termes de constructibilité, en fait, ça ne change pas là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Je vous propose qu'on le mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Création du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Serge, je te laisse la parole. Bien. Par délibération du 27 septembre 2002, le Conseil municipal avait approuvé la création d'un CLSPD en remplacement du CCPD, Conseil communal de prévention de la délinquance, créé en 1998. Ce CLSPD, qui a fonctionné quelques années, a été abandonné avec la sortie du quartier de l'Enclos, des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Afin de favoriser l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés, et définir les objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique, en lien avec Madame la Préfète et le procureur de la République, nous avons souhaité relancer ce dispositif. Ainsi,
Une réunion de préfiguration du CLSPD a été organisée le 13 avril dernier avec les différents partenaires, donc gendarmerie, inspecteurs de circonscription, proviseurs des écoles et lycées, bailleurs sociaux, services prévention, spécialisés du département de la Drôme, etc. Les échanges recueillis lors de cette réunion ont démontré tout l'intérêt de cette démarche. La commune comptant plus de 5000 habitants, seuil qui a été modifié par la loi du 25 mai 2021, il est donc proposé de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune de Donzère. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette création-là? Pas de questions. Je vous propose qu'on le soumette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 6, extinction partielle de l'éclairage public. Donc en fait, c'est une délibération, c'est un point sur lequel on n'a pas spécialement besoin de le passer en délibération, mais on trouvait que c'était important de pouvoir échanger au sein du conseil municipal sur ce point-là. On propose effectivement, comme vous avez dû le prendre connaissance dans la délibération, de pouvoir faire une extinction partielle de la commune sur une tranche horaire qui serait de 23h à 5h du matin. Tout ceci dans un intérêt écologique et économique également. Les deux éléments sont pris en considération pour proposer cette expérimentation-là. Donc, comme ce qui est indiqué dans la délibération, ce qui est proposé, c'est que la totalité de la commune serait éteinte à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, sauf le cœur de ville, de Donzère, où là on le laisserait éclairer de la tombée de la nuit jusqu'au lendemain matin. Je vous propose donc d'échanger sur ce point si vous le souhaitez. Juste deux remarques. Peut-être 22 heures ça aurait été peut-être mieux parce que au niveau des tapages nocturnes, voilà. 22 heures, c'est une heure importante. Et le cœur de ville, d'après moi, ça va concentrer beaucoup de monde. Je pense la place du Champ de Mars. Voilà, ça va concentrer tous ces messieurs dames sur la place du Champ de Mars. Et ça va être compliqué à gérer. Je vois que vous souriez, je pense que ça a dû faire l'objet de discussions entre vous. Mais juste laissez-moi terminer. Après... moi, à mon sens, je pense qu'il vaut mieux tout éteindre que laisser la place du Champ de Mars et vraiment le cœur allumé, parce que les gens, ben, forcément, hein, c'est comme les papillons de nuit, ils sont attirés par la lumière. Donc, voilà, bonne chance à ceux qui habitent autour de la place du Champ de Mars. Alors effectivement, ça fait partie des discussions parce que pour faire la proposition, on a tout imaginé entre nous, et ça fait partie des éléments où on se disait, en faisant ça, on est présent. On suppose que dans quelques temps, quand on fera le retour d'expérience, on arrêtera le cœur de ville aussi et on éteindra le cœur de ville. 23h, 22h, tout est possible. Hein, ça peut être du 22h effectivement l'hiver et du 23h l'été aussi. Ça peut être envisagé parce que souvent on sort un peu plus l'hiver. Moi, j'ai pas d'avis d'été, pardon. J'ai pas d'avis préconçu par rapport à ça. Il faut qu'on le partage entre nous par rapport à ce qui se dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on souhaite, c'est que faire un point d'étape dans 6 mois, voir quel est l'état, les impacts par rapport à la potentielle délinquance qu'on pourrait avoir, bien que tous les rapports nous disent que de toute façon, il n'y a pas plus de délinquance quand c'est éteint. Et personnellement, moi, j'en suis persuadée, mais après, tout le monde ne pense pas comme ça. Donc, il faudra aussi qu'on ait cette analyse fine aussi pour pouvoir réadapter en fonction. Voilà, donc 22h, 23h, si c'est 22h, moi personnellement, ça me convient, mais ça, je souhaite que ça soit quelque chose qui soit partagé entre nous, savoir si l'ensemble des conseillers municipaux sont d'accord par rapport à ça. Et pareil pour le centre-ville, j'ai pas d'objection là-dessus. Voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse un tour de table. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne dans nos réunions d'adjoints et réunions d'équipe. Chacun s'exprime par rapport à ce sujet-là, et c'est en fonction de ce qui en ressort qu'on décide. Je vous laisse la parole à l'ensemble du conseil municipal pour nous dire ce que vous en pensez sur l'évolution de ce qui est proposé ici.
Moi, je ne vois pas d'objection à titre personnel, mais que chacun s'exprime parce que c'est important qu'on puisse se dire les choses, des craintes, et qu'au regard de ça, on fasse évoluer les choses. Vous voulez qu'on vote sur la partie 22 ou 23 ? Il y a 22-23 et cœur de ville ou pas ? Alors, il y a les deux sujets. 22-23, cœur de ville par cœur de ville. Donc, on peut très bien, Noël, on te laisse parler, et après, chacun s'exprime, et puis on peut faire un vote en distinguant ces différents éléments sans problème. Moi, je voudrais intervenir sur deux choses. Premièrement, la consommation électrique au point de vue tarification sur la commune, elle est de combien annuellement? Ensuite, avec cette réduction de lumière, combien la commune va économiser, gagner? Et troisième question, c'est on laisse le centre-ville éclairé, mais les quartiers vont être éteints, je veux dire. C'est là où des fois on trouve de la délinquance. Et autre question, si les lotissements privés qui sont en charge de leur éclairage, comment ça va se passer? Non, c'est... Ah, d'accord. Alors, pardon. Sur le coût global, donc le coût global sur l'année 2021, c'est la revalorisation dans le cadre des contrats du SDED. 2021, on était à 80 000 € au total sur l'éclairage public, en sachant que si on l'éteint 7 heures, on gagne 60% de notre coût. Si on l'éteint 6 heures, on gagne 50%, à quelque chose près. Donc c'est sûr que de 22 heures jusqu'à 5 heures, tant écologiquement mais économiquement, c'est beaucoup plus intéressant, ça c'est sûr, pour la collectivité. Donc voilà, donc vous voyez à peu près combien on gagnerait par an. Sur la partie des lotissements dans les quartiers, à très peu de quartiers près, ils seront tous éteints, parce que tout est lié au réseau communal. Sauf si certains quartiers veulent garder leur éclairage public, ils récupèrent leur compteur et c'est eux qui payent leur électricité. Mais aujourd'hui, dans la majorité des quartiers, et on verra lesquels restent, c'est la commune qui paye, même sur les quartiers privés. Oui, donc ça veut dire que les quartiers vont être réellement dans le noir, alors que la commune, je veux dire, au centre du village, ça va être éclairé. Je veux dire, la plupart des gens qui travaillent, je veux dire, la nuit, tout ça, moi je trouve qu'il y aura plus de délinquance dans les quartiers, ça va être... que dans le centre-ville. C'est mon point de vue. Après, il aurait peut-être fallu, je ne sais pas, stabiliser sur un éclairage, une baisse d'intensité. L'intensité, et peut-être laisser quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les chaînes vont être dans le noir. Tout va être dans le noir. Les roches vont être dans le noir. À partir de 23h. Oui, à partir de 23h ou 22h ou 21h, c'est pas ce qu'on va voter. Est-ce qu'il y a plus de délinquance la nuit quand il fait tout noir que quand il fait jour? C'est ça qu'il faut se poser comme question. La question qu'il faut se... La gendarmerie, Oui. Dit la gendarmerie là-dessus. C'est quoi les rapports? Les statistiques nationales prouvent bien que quand on est dans le noir, il y a beaucoup moins de délinquance. Donc, ça peut être bénéfique d'être dans le noir, finalement. Surtout pour le champ de Mars. Ouais. Mais d'un côté, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... Mets ton micro. Je parle fort, mais si sur le champ de Mars, ça reste allumé, s'il y a des choses qui vont de travers, c'est localisé au même endroit. Donc on peut peut-être plus facilement encadrer ou surveiller dans ce cas-là, parce que c'est pas éparpillé sur différents quartiers. On éteint. Peut-être. Je pense que c'est bien de le faire pendant... de tester jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Oui, comme ça, on sera au milieu de l'hiver. Et après, vous serez toujours à temps de faire éteindre le... Décoration de Noël, ce qui est prévu, c'est que, bien sûr, on les met. Par contre, elles s'éteignent, les décorations, en même temps que l'extinction de l'éclairage public. Et même, on avait même prévu, pour être transparent, de les éteindre même dans le centre-ville, où potentiellement ça restait éclairé. Parce que je trouve qu'on ne va pas imposer d'éteindre à certains endroits et laisser l'éclairage des manifestations, des illuminations. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on soumette au vote les différents points, justement?
Alors, sur la densité, pour être très clair, aujourd'hui, sur Donzère, on a 1200 points lumineux. On en a 400 qui sont en LED, avec déjà un système de densité qui sont en densité 50%. Mais le système qui a été mis en place jusqu'à présent demande à faire point par point le changement de densité. Et on se rend compte qu'on n'est que sur 400 points lumineux sur lesquels on pourrait faire. Donc c'est un travail qui est quand même colossal. Il y a déjà la volonté sur cette année-là de changer tous les ballons fluo, parce qu'on a encore des ballons fluo, plus tous les autres lampadaires qui consomment énormément, ça représente 130 luminaires. Donc ça sera engagé également, c'était prévu dans le budget. Mais donc ça veut dire qu'à part ces 400-là où on peut jouer encore sur la densité, tout le reste on ne peut pas. Donc en fait on est très en retard sur Donzère, sur les nouvelles générations de LED, etc. Et on ne peut pas avoir cette maîtrise-là sur l'ensemble de nos points lumineux. Malheureusement, oui. Moi, j'avais une question qui me vient là, qui ne m'est pas venue en bureau. Lorsqu'on va rééclairer le matin à 6 heures ou 5 heures, le temps de chauffe de certains luminaires, hein, parce qu'il y a quand même des luminaires qui mettent du temps, si on doit les éteindre à 7 heures, est-ce que ça vaut le coup de les rallumer? Enfin, c'est vraiment... Alors, ceux qui sont vraiment anciens, il est prévu qu'ils soient changés d'ici fin d'année. Donc, et ça serait potentiellement ceux-là qui seraient longs à se remettre en route, entre guillemets. Donc oui, il faut quand même qu'on les laisse et puis on les modifie de toute façon, pour les passer en LED. D'autres interventions sur ce point qui est important, hein, parce que ça change un peu les habitudes, avec une analyse qui sera faite et on est toujours à temps de revenir à ce qui fonctionnait avant. Ça, on n'est pas... Je vous propose qu'on soumette au vote sur la partie sur le périmètre et la durée. On va déjà d'abord un point pour savoir si on est d'accord. Est-ce que vous êtes contre l'extinction partielle, le principe même, et après on fera les deux autres points derrière. Qui est contre l'extinction partielle? Une. Qui s'abstient? Majorité, merci. Qui serait pour 22 heures? Dominique, à vos comptes. N'oubliez pas les procurations. Ah oui, n'oubliez pas les procurations, ouais. Ah, ou sinon on inverse. Non, mais attendez, on va faire différemment. Qui est pour 23 heures? Mais non, mais Sylvie, tu as voté contre, tu peux pas voter pour 23 heures. Ça marche pas. Mais partiel, c'est est-ce que sur le principe d'éteindre... Bon. Alors, sur l'heure, donc 23 heures. Allez, ça fait 2 pour 23 heures. Merci beaucoup. Donc, ça sera 22 heures. Et sur le centre-ville, qui est pour l'extinction du centre-ville? Alors, on va faire différemment. Qui est contre l'extinction du centre-ville? 2. Ah, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8? 8. 8 et avec 6, ça arrête les jeux. 2, 4, 6, 7, 8. Oui. Ok. Et donc, on refait un point. De toute façon, on vous refera un point de comment ça évolue sur les différents espaces. Ah non, 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 non. Non, alors en plus, il n'y a rien de figé. Et pour le coup, on a travaillé finement avec les services techniques pour savoir comment on peut, d'une armoire où plein de points lumineux partent, comment on peut arriver à les dissocier, etc., pour n'éclairer que certains espaces, pas d'autres, etc. Donc rien n'est figé et tout est possible tactiquement. Donc on refera un point. Et ce qui a été indiqué aussi, c'est qu'en fonction des manifestations, on pourrait laisser éclairer un peu plus longtemps, par exemple le Champ de Mars, le Parc Méno pour le marché de Noël, etc. Ça, on adaptera. Christophe, ouais. Ça serait pour démarrer quand, cette opération? Normalement, techniquement, on peut démarrer
mi-octobre ou fin octobre. On se disait au moment du changement d'heure. Ok. Alors si on fait tout, ça va les simplifier. Très bien. Merci pour cet échange. Je vous propose qu'on passe au point numéro 7, adhésion à la compétence efficacité énergétique du SDED. Alain. Oui. Le service conseil en énergie du SDED est devenu en 2002 une compétence dénommée efficacité énergétique. Cette compétence permet aux communes adhérentes d'être accompagnées dans ces projets de rénovation énergétique. Le coût de l'adhésion à la compétence de base, puisqu'il y a deux niveaux, est de 20 centimes par habitant et par an et permet la revalorisation des certificats d'économie d'énergie qui sont attribués lorsque nous faisons des économies d'énergie. Le coût de l'adhésion au deuxième niveau, à la compétence Énergie Plus, est de 50 centimes par an et par habitant. Elle permet par contre d'avoir un accompagnement technique et des finances supplémentaires. Actuellement, on est dans l'obligation de remplacer le système de chauffage du PPE qui est défaillant. Le coût de ce remplacement est de 29 500 € hors taxe, subventionnable à 50% dans le cadre de la compétence Énergie Plus, c'est-à-dire celle qui coûte 50 centimes d'euros par habitant. En conséquence, le conseil municipal est appelé à approuver le règlement de la compétence efficacité énergétique de territoire d'énergie Drôme Z, jointe en annexe, adhérer à la formule Énergie Plus, engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Merci, Monsieur Di Paola. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis bavarde ce soir. Je suis d'humeur à poser des questions. Tu as proposé, Alain, de nous donner un exemple avec l'efficacité plus. Si c'était efficacité moins, on aurait combien? Pardon. C'est pas efficacité moins. Non, mais je veux dire, c'est l'autre option à 20 centimes. Celle qui coûte le moins cher. On n'a pas de subventions qui sont liées à ce niveau. C'est uniquement la valorisation globale des certificats d'énergie. Voilà. En plus, quand même, dans cette adhésion-là, ça nous permet d'avoir un conseiller qui peut venir nous donner des conseils, ça c'est assez classique, pour diminuer les consommations de certains bâtiments. Alors que dans la première convention, l'autre convention qui est proposée, on n'est que sur un suivi de nos consommations et non pas de qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nos bâtiments. Donc il y a un vrai plus, c'est le cas, sur cette convention-là. Et la question, alors je l'ai lu vite fait, je suis désolée, j'avais pas trop de temps, mais j'ai pas bien perçu et compris pourquoi ça se lissait sur 3 ans lorsqu'on avait des investissements aussi dans la convention. À mon avis, c'est pour eux plus dans leur budget SDED, pour pas se voir avec des demandes de subventions qui arrivent régulièrement. En fait, on est plafonné après. Mais on est déjà, rien qu'avec la subvention qu'on demande, ça nous rentabilise rapidement l'adhésion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 8. Karine, sur la validation du pré-programme du nouveau centre de loisirs. C'est moi. Donc, vous avez mis la diapo, Dominique, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà Donc, comme nous l'avions évoqué aussi lors de notre campagne, et c'était un sujet fort. Donc là, comme vous le savez, on est en réflexion sur la construction neuve du centre de loisirs primaire de Donzère, qui s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'offre de l'équipement. Le centre devra pouvoir accueillir jusqu'à 132 enfants, répartis en 2 tranches, 6-12 ans et 13-17 ans. Donc il y aura aussi 24 ados, 24 pour les ados. Cette nouvelle construction sera située sur le terrain de l'ancienne salle polyvalente, à côté de l'école maternelle Aiguebelle.
et de la halle des sports. Une communication entre le futur centre de loisirs et l'école attenante sera prévue, ainsi que des accès piétons facilités depuis le nord et le sud. Donc là, vous le voyez sur la diapositive, hein, à peu près son positionnement par rapport à l'école. Un espace suffisant, donc bien sûr, est prévu pour accueillir un minimum de 100 voitures sur un parking paysager avec de la verdure, etc. Et qui sera bien sûr conservé autour de la construction neuve. L'intégration de la construction neuve dans le bâti existant, avec une orientation tournant le dos au vent dominant, donc côté nord, hein, pour le Mistral, ainsi que la préservation de la vue sur le château et le centre ancien devront être pris en compte. Et c'est ce que l'on a bien sûr demandé lors de la réalisation de ce projet. Voilà, donc la diapo numéro 2, c'est le schéma du fonctionnement général avec les salles. Donc, bon, il y a les circulations avec l'extérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir un centre de loisirs qui soit avec une sorte, on va dire, de cour intérieure ou un espace intérieur qui pourra permettre à toutes les salles d'activité de pouvoir accéder à l'extérieur, à l'espace vert qui sera aussi prévu, hein, pour les enfants. Donc voilà, il y a un espace polyvalent de 145 mètres carrés, une salle d'activité pour les ados de 60 mètres carrés, et ils auront une entrée différente dans le même bâtiment, mais une entrée différente pour entre les enfants ados et la partie 6-13 ans. Donc des salles spécifiques pour le bricolage, les activités, etc. Une ludothèque, 50 et 40 mètres carrés respectivement. Un espace de jeu extérieur de 800 mètres carrés, compris avec un préau de 150 mètres carrés. Voilà, donc il y aura également un accueil, un service de restauration pour accueillir jusqu'à 100 enfants. En simultané, des sanitaires, des espaces de soins, enfin bon voilà, tout ce qu'il faut pour un beau centre de loisirs et fonctionnel. L'enjeu, donc, c'est de créer un lieu sécurisé, convivial et accueillant pour les enfants et les jeunes. Voilà, à noter que l'espace de restauration servirait. Alors, on a souhaité quand même qu'il y ait une mutualisation entre l'espace de restauration du centre de loisirs et l'école maternelle actuelle, ce qui permettra ainsi d'accueillir plus d'enfants en restauration sur le temps scolaire, qui devient assez petit là, vu le nombre de l'accroissement d'inscriptions que l'on a actuellement. Donc c'est un espace disponible qui sera prévu pour accueillir les enfants, et la restauration actuelle de l'espace Aiguebelle pourra, si cela s'avère nécessaire, pourra devenir une classe supplémentaire. Voilà. Donc le conseil municipal est appelé à approuver les projets de convention. Non, pardon. Je me trompe. Approuver le programme et autoriser la poursuite du projet, du beau projet. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Non, mais à l'heure actuelle. À 70. Donc là, l'idée, c'est d'accueillir, pas le double, mais presque. Sans les ados. Sans les ados. 70 sans les ados, 132 avec les ados. Voilà. Et le centre de loisirs maternel, lui, reste où il est, c'est-à-dire à l'école maternelle. Et ils bénéficieront aussi de l'accessibilité à ce nouveau centre de loisirs pour mutualiser les activités avec les plus grands. Du coup, on aura plus de chances de pouvoir inscrire nos enfants, parce que cette année, malheureusement, impossible. C'est le succès du centre de loisirs. Oui, on va dire ça. Moi, c'est plus une réflexion qu'une question. Quand on avait voté le budget, l'idée, bien sûr, du centre de loisirs, on y est tout à fait favorable, puisque c'est ce qu'on désirait entreprendre aussi. Mais quand on avait voté le budget, je vous avais dit que peut-être en fonction de la situation actuelle, et notamment du coût sûrement non négligeable des matériaux notamment, peut-être il faudrait un peu surseoir ou attendre un petit peu. Donc
Bon, à mon sens, enfin, là, moi je ne suis pas un spécialiste en économie, mais d'après ce qu'on lit et ce qu'on entend, au niveau des constructions, ça va... Donc là, il y en aurait pour 3,2 millions, donc c'est au moins majoré de 30%, c'est ça, hein, je crois, c'est ce qui est écrit. Bon, enfin, peu importe la somme, je dirais elle sera majorée au final au moins de 30%. Et je pense que, de nouveau, on réitère avec l'opposition la possibilité de peut-être temporiser un petit peu, voir si la situation internationale s'améliore. C'est pas parti pour, d'après moi. Voilà, donc c'était plus une réflexion là-dessus. C'est vrai que il y a des pistes d'économie, notamment l'éclairage, donc ce qui est bien, mais je pense que chaque conseil municipal, c'est 100 000 € qui part, pratiquement. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là qu'on souhaiterait être un petit peu prudent sur ces chantiers. Je reprends juste une phrase parce que ça me fait un peu tilter. C'est pas chaque conseil municipal où il y a de l'argent qui sort. En fait, on vote un budget en début d'année et vous verrez la réalisation du budget en fin d'année 2022. Et sincèrement, on reste complètement dans le cadre de ce budget-là. Simplement qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, il y a des actions qu'on a prévues dans ce budget qui se concrétisent et sur lesquelles il faut qu'on délibère. Donc il y a une maîtrise du budget qui est réelle et là-dessus, il n'y a pas de difficulté à avoir. Ce qu'on s'était déjà dit, justement, lors de la discussion sur le budget par rapport à ces différents coûts, c'est qu'on avançait et en fonction de l'évolution de la situation et des coûts qui advenaient, on temporiserait la réalisation. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est toujours dans la même enveloppe financière que ce que l'on avait prévu sur notre mandat. Donc, on n'a pas de raison de diminuer la cadence. On avance tranquillement, mais on sait que pour arriver à ce que le bâtiment sorte de terre pas trop tard, il faut pas non plus qu'on perde de temps. Donc on est toujours sur la même enveloppe budgétaire que ce qu'on avait prévu au départ. Ça pour l'instant ne bouge pas et ça faisait partie vraiment des éléments sur lesquels on est très clair avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Là, ce qu'on propose, c'est de valider le programme pour qu'on puisse lancer la consultation pour le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre est sur le même montant que ce qu'on avait indiqué dans la maîtrise d'ouvrage. Donc là, il n'y a pas de changement. Et comme pour l'instant, il n'y a pas de changement, on continue. Après, si on se retrouve avec des offres qui sortent à plus 30, effectivement, on regardera là. Et puis, il y a d'autres projets d'investissement qu'on a dans le mandat. Peut-être qu'on regardera et on abaissera la voilure sur ces autres projets pour finir celui-ci. Mais quand vous voyez dans l'état, à l'endroit où est le centre de loisirs aujourd'hui, dans l'état des bâtiments, la consommation aussi de ces bâtiments-là, dont sincèrement on peut plus laisser nos enfants on a fermé une partie de l'espace dans lequel ils pouvaient jouer justement à l'abri de la pluie, etc., parce que on a un risque de chute de la toiture. Donc on peut plus se permettre d'accueillir les enfants, on est trop contraints dans cet espace-là, du fait en plus d'avoir supprimé la salle où ils pouvaient faire du sport. Donc non, avançons dans ce projet-là. Si vraiment il advenait que ça explose, de toute façon on reviendrait en face et puis on se dirait voilà où on est. Mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, pour l'instant, elle est dans le cadre de ce qu'on s'était fixé. Donc on continue et si ça bouge, on reviendra vers vous pour vous dire. Mais et puis juste pour compléter, pardon Marie, rassurez-vous, on est quand même très attentif au fait du coût des matériaux et de la matière première, et on est aussi très attentif à la consommation que pourra générer ce nouveau bâtiment, qui est soumis quand même à d'énormes contraintes liées à la production et surtout à la consommation électrique, que ce soit la consommation d'eau, etc. Donc sur ce point-là, vous pouvez vous rassurer, on est très vigilant par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je vous propose qu'on soumette au vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Point numéro 9, c'est ça, hein? Aura sur la convention de partenariat du relais petite enfance avec les communes de la Garde-des-Mares, des Grands Jouantards de Malataverne, s'il te plaît. Bonsoir à tous.
Donc en 1995, la commune de Donser a souhaité accompagner ses assistantes maternelles en créant un relais assistante maternelle. Et la commune de Malataverne s'y est associée à partir de septembre 2000. En 2004, c'est la commune de la Garde des Mares qui a rejoint le RAM, le relais d'assistante maternelle, suivi en 2005 par la commune de Grange de Gontard. Donc, une nouvelle convention de partenariat pour le relais petite enfance, que c'est le nouveau nom du relais assistante maternelle, a été élaborée en concertation avec les communes concernées et elle prévoit une actualisation du montant de participation financière de chacune des communes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de ces nouvelles conventions qui entrent en vigueur dès cette année 2022. Merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions sur ces conventions? Je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 10, je crois que c'est sur le règlement du pôle petite enfance. Oui. Donc, suite aux dernières évolutions réglementaires, il est nécessaire de modifier le règlement de fonctionnement de l'équipement de la petite enfance, donc les petits lutins. Cela concerne 2 points. Donc, la dénomination de l'équipement qui devient crèche, ça s'appellera plus accueil. Multi-accueil, pardon, en remplacement de multi-accueil, ça le disait après. La mise en place aussi, comme deuxième point, d'une référence santé et accueil inclusif pour 30 heures annuelles. Donc, le conseil municipal est invité à approuver ce règlement de fonctionnement de la crèche Les Petits Lutins. L'annexe, il est dans la présente, dans le document. Merci Aura. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 11. Recrutement d'un vacataire pour l'accompagnement d'élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire. Karine, Aura, si tu veux arrêter ton... Donc, depuis cette année, enfin, nous avons un petit garçon en situation de handicap qui est inscrit à l'école des Chênes et qui a une notification de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Il a une notification d'accompagnement sur le temps scolaire et il a eu une notification sur 4 heures qui lui sont accordées par semaine pour l'accompagner sur le temps de restauration. Donc l'article 917-1 du Code de l'éducation, donc les AESH, c'est-à-dire les auxiliaires de vie scolaire, recrutés par l'État sur le fondement d'une décision d'une CDAPH, peuvent intervenir, y compris en dehors du temps scolaire. Donc, à ce titre, ils peuvent être mis à la disposition de la collectivité territoriale sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur, avec participation financière de la collectivité. Donc, les AESH peuvent également être directement employés par la collectivité pour ces heures qui sont accomplies sur le temps méridien en dehors du temps scolaire, ou encore être recrutés conjointement par l'État et la collectivité, ainsi que le prévoit la loi du 26 juillet 2019. Donc, on est appelé à autoriser Madame le maire à recruter un vacataire pour l'accompagnement de cet enfant, fixer la rémunération brute de l'agent recruté par vacation à 1,1 fois le SMIC, horaire brut pour chaque vacation journalière, et dire que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012, article 6218 du budget principal. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que les journalistes souhaitent un peu d'éclairage? Parce qu'on a restriction budgétaire, mais on peut vous éclairer quand même. Vous voyez encore? Très bien. Point numéro 12, Karine. On n'a pas voté. Ah, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 12, Karine.
Donc, recrutement de vacataires pour l'encadrement de la pause méridienne. Donc, au vu du succès de notre temps méridien dans les écoles, sur le temps cantine, le projet éducatif de territoire, donc le PEDT, qui a été adopté par le conseil municipal en juin dernier, prévoit la déclaration du temps de restauration scolaire auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la Drôme. Cette disposition implique l'obligation de respect des taux d'encadrement, ce qui était déjà le cas avant, pour la plupart du temps jusqu'à présent, sauf en cas d'absence d'un membre du personnel, d'une maladie, une formation ou en cas de pic de fréquentation. Aussi, afin de répondre à ces situations occasionnelles, il est proposé de créer des postes de vacataires à raison d'1 heure et demie par vacation et par temps méridien sur l'ouverture de la cantine, donc 4 jours par semaine, correspondant à la durée de la pause méridienne, c'est-à-dire le midi 2. Donc, considérons que pour pouvoir recruter un vacataire, les 3 conditions suivantes doivent être réunies. Recrutement pour exécuter un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la commune, rémunération attachée à l'acte. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire a recruté jusqu'à 3 vacataires pour l'encadrement du temps de restauration scolaire à raison d'1 heure et demie par vacation journalière et fixer la rémunération brute des agents recrutés par vacation à 1,65 fois le SMIC, horaire brut pour chaque vacation journalière. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 13, sur la création de 2 emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc là, on est sur 2 agents qui sont recrutés en contrat aidé au service propreté urbaine. Les contrats prennent fin le 15 octobre prochain. On a demandé un renouvellement sur le contrat aidé de ces agents-là, mais au cas où, si nous n'arrivons pas à avoir les contrats aidés, on vous propose une délibération pour pouvoir continuer donc, à employer ces 2 agents-là sous contrat. Donc c'est le sens de cette délibération qui vous est proposée. Donc ce sont des CDD de 3 mois renouvelables. Et qui seront renouvelés chaque trimestre en fonction du positionnement de Pôle emploi par rapport à ces contrats aidés-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui, en fait, on se questionne parce qu'on ne l'avait pas compris comme ça, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était 2 personnes en plus que l'on avait, que vous alliez embaucher pour la propreté de la commune. Donc, on ne comprenait pas pourquoi, du jour au lendemain, la commune était devenue... Qu'est-ce qui se passait? Non, elle n'est pas plus donc, seule. Voilà. Donc, c'était la question que j'allais vous poser. En fait, donc, si je comprends bien, en fait, là, actuellement, ces 2 contrats aidés, ils travaillent. Et si leur contrat n'est pas prorogé, vous en embauchez 2 autres, c'est ça? Non, si leurs contrats en contrat aidé ne sont pas prorogés, on les garde et on les met sous un contrat qu'on vous propose ici. En gros, un CDD. En gros, si Pôle emploi nous répond qu'ils sont en contrat aidé, on n'utilisera pas ces 2 postes-là. Et on continuera à être en contrat aidé sur ces personnels-là. Voilà. Mais c'est comme on est au 15 octobre, et donc il nous faut une délibération pour pouvoir les mettre sur un contrat viable si Pôle emploi ne nous répond pas. En ce moment, Pôle emploi nous répond le jour de la fin des contrats. Voilà, donc on s'est retrouvé pour une personne limite, on avait validation, mais on peut pas se permettre de les laisser dans une incertitude. Ils font bien leur boulot, ils sont investis. Le minimum que l'on a à faire, c'est de prévoir ces contrats, en espérant que Pôle emploi nous aide, continue à nous aider quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point-là? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 14. Laurence, je te laisse la parole pour ta première délibération du mandat. Merci Marie. Bonsoir. Les communes de Mondragon, Mornas et Piolenc, situées dans le Vaucluse, ont demandé leur retrait du CIFA. Le comité syndical a accepté leur retrait sous réserve pour Mornas et Piolenc
du règlement des sommes dues au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, il est proposé d'émettre un avis favorable à cette demande de retrait. Le conseil municipal est invité à accepter la demande de retrait du CIFA des communes de Mondragon, Mornas et Piolenc à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'acquittement des sommes dues en 2022 de Mornas pour 2 467 € et Piolenc pour 5 418 €, dans les conditions réglementaires. Demandez à messieurs les préfets de l'Ardèche, de la Drôme et du Vaucluse de bien vouloir arrêter la décision de retrait de ces communes dans les conditions précitées, c'est-à-dire après avoir engagé les procédures de mandatement d'office pour les sommes restant dues. Merci Laurence. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je vois qu'Alain se redresse, donc ça doit être à lui pour la constitution d'une servitude de passage. Effectivement, c'est à moi. C'est une délibération des plus banales puisqu'il s'agit de la constitution d'une servitude de passage de réseau sur le domaine privé de la commune. En fait, dans le cadre de la réfection de l'avenue de Königsberg, le SDED va enterrer, comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs années, va enfouir les réseaux. Et pour cela, il a besoin de traverser des parcelles qui appartiennent actuellement à la commune. Il s'agit de la parcelle B1373, la parcelle C136, qui sont de part et d'autre de l'avenue de Königsberg. Et donc, le but, c'est d'établir une servitude qui soit conforme à la réglementation. Et le conseil municipal est invité à autoriser le SDED à établir à demeure sur le domaine privé de la commune des réseaux souterrains sur les parcelles dont je viens de vous parler, lieu-dit l'enclos et lieu-dit Fontachard, approuver les termes de la convention de servitude et autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Point numéro 16, Christophe, sur le conventionnement également. Conventionnement aussi sur les passages pour la fibre optique sur la commune de Donzère. Considérant qu'en Ardèche et en Drôme, les collectivités se mobilisent pour l'aménagement numérique de leur territoire, considérant qu'au moment où les opérateurs privés déploient leur réseau de fibres à la maison dans les grandes villes, l'intervention publique est en effet nécessaire pour assurer l'égalité d'accès au très haut débit sur l'ensemble du territoire. Considérant que c'est la mission d'ADN, donc Ardèche Drôme Numérique, qui construit un vaste réseau de fibres optiques en Drôme et Ardèche, considérant que pour réaliser ce grand projet de service public porté et financé par les collectivités, ADN, considérant que les études préalables au déploiement ont permis de définir que le réseau de fibres ADN passera en partie sur des propriétés appartenant à la commune en façade des bâtiments ou au tréfonds des bâtiments non bâtis, considérant que pour gréver les biens des personnes publiques qu'ils relèvent du domaine public et ou du domaine privé, des conventions de servitude de passage doivent être établies entre ADN et la ville, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ces biens dans lesquels ces servitudes s'exercent. Considérant que ces conventions viendront préciser les responsabilités de chacun et établir un cadre légal pour ces travaux, considérant que ces conventions de servitude, qui sont des cessions de droits réels immobiliers, doivent être autorisées par le conseil municipal, je propose donc d'autoriser ADN à établir à demeure sur le domaine privé de la commune son réseau de fibre optique, approuver les termes de la convention et autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer ces conventions. Est-ce qu'il y a des questions? Ne vous battez pas, hein, surtout. J'ai quand même une question, c'est qu'en 2008, on avait signé déjà la convention avec ADN, avec justement cette particularité. Et c'est pour ça qu'on a déjà passé un certain nombre de fourreaux et de fibres sur la commune, et notamment jusqu'au FTTH, anciennement à l'enclos. Il y a déjà des choses qui ont été passées, il y a déjà des conventions. Donc, est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce qu'elle est complémentaire?
comme c'est indiqué dans les conventions, donc excuse-moi, Non, vas-y. là c'est pour des espaces bien particuliers qui ne sont pas concernés par ce qui a C'est ce que déjà je voulais été... vérifier. oui. Je voulais vérifier. Non, ils connaissent quand même leur j'espère, réseau. mais- Et ce qui a été signé à l'époque, c'était pour la zone des éoliennes et pour l'enclos. Mais là, les éléments sur lesquels... C'est revenu jusque-là aussi. Oui, mais les éléments sur lesquels on est, là, il n'y a pas de conventions qui sont passées là-dessus. Ok, c'était juste pour m'assurer qu'on ne faisait pas deux fois la même chose. Tu voulais compléter, Non, Christophe? Moi, c'était juste pour savoir, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un calendrier de déploiement quartier par quartier? En fait, là, ils sont encore en phase d'étude. On doit faire le point, j'espère, d'ici maximum 1 mois, parce que ça fait déjà depuis 1 an qu'ils sont en phase d'étude. La phase d'étude doit prendre à peu près 24 mois. Suite à ces 24 mois, il y a 3 mois, 6 mois de travaux qui sont à réaliser suite à l'étude qui a été faite. Et après, il y a 3 mois pour le lancement commercial. Donc là, j'espère qu'au bout d'1 an, déjà, ça fait bientôt 1 an, au 31 décembre, on est un peu moins d'1 an. On doit les rencontrer bientôt pour voir l'avancement de la phase d'étude. Et suite à cette présentation de phase d'études intermédiaire, si on a un planning qui nous est fourni, on vous le communiquera sans problème. Surtout à tous les dons zéro, quoi. Oui, non, bien sûr. Comment? Sans trop tarder, ça a commencé la phase d'études. Vous avez dit en 2024, mais là, vous avez dit 24 mois, plus ça fait... Non, mais 24 mois à partir de décembre, donc ça fait bientôt 1 an. On va arriver fin d'année 2023, ça fera les 2 ans. On va arriver début 2024, mi-2024. Donc on est à peu près dans les délais avec un petit peu de retard qui ont été dus par rapport au Covid. Ils ont ralenti. Voilà. C'est ce qu'il nous dit actuellement. Mais là, j'attends avec impatience qu'on ait une présentation d'ici la fin de l'année pour voir réellement au niveau de l'avancement de la phase d'études si on est en retard ou en avance, ce qui serait une bonne nouvelle, quoi. Ce qu'il faut dire dans Zéro, c'est ce qu'on avait dit dès le début, et ça confirme, on est sur du fin 2023 pour la prise, et potentiellement de 2024, pardon. Et c'est ce qu'on a toujours dit, parce qu'il ne faut pas laisser espérer. Et s'il y a des bonnes nouvelles, c'est super, mais il ne faut pas laisser espérer les dons Zéro que ça soit avant. Et c'est vraiment les dates qu'on a toujours tenues jusqu'à présent. Merci. Et une petite précision. Il n'y aura pas 100% des dons zéro qui auront la fibre le jour J où ça a démarré, puisqu'il y a forcément des endroits qui sont plus compliqués à accéder au niveau de la fibre. Donc, normalement, c'est autour de 80-90% sur la première phase de démarrage commercial, quoi. Et tu fais bien de le dire, parce qu'en plus, il y a des conventionnements, on a des quartiers qui sont privés, et en gros, si ces quartiers-là ne signent pas la convention, ça va retarder le déploiement. Si en plus, ils passent par ce quartier privé pour déployer d'autres quartiers, ça bloquera les autres poches. Donc c'est vrai que il faut que tous les dons zérois soient assez sensibles dès qu'ils sont interpellés par ADN ou par un sous-traitant sur ces signatures, etc., qui se rapprochent de nous s'ils ont des questionnements pour qu'on les accompagne, parce qu'on est souvent sur toute une ribambelle de prises qui peuvent être bloquées des fois par une signature. Voilà. Tout à fait, exactement. Et je voudrais juste rappeler, mais là c'est juste une information au cas où, que dans le cœur de ville, quand on a refait le Champ de Mars et la Grande Rue, on avait mis des fourreaux de réservation. De ne pas les oublier, de ne pas réouvrir ce qu'on a. Alors en fait, les études aujourd'hui, elles sont exactement pour savoir ça, s'il y a de la place disponible. Par contre, s'il y a d'autres concessionnaires qui sont passés à la place, ce qui est possible, si, c'est possible, parce qu'on le voit sur d'autres travaux qui ont été réalisés. Et ben à des moments, on peut être... voilà, parce que il y a la place dans les chambres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres concessionnaires qui soient passés pour d'autres réseaux secs. Et donc, ça serait quand même assez dommage. Et en fait, les études sont assez longues et ils veulent des études assez précises pour que justement, une fois l'étude réalisée, les travaux aillent vite et tous les points bloquants aient été vus à ce moment-là. Tout à fait. Et comme on n'a pas eu la restitution globale, on ne sait pas aujourd'hui si par exemple sur Champ de Mars, ça bloque ou pas. Donc on aura peut-être un point, enfin j'espère un point intermédiaire d'ici peu, quoi, d'ici la fin de l'année. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 17. Appurement du compte 1069 du budget principal en vue du passage en nomenclature M57.
Donc, on avait délibéré pour adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2023. Et donc, dans ce transfert-là, il faut qu'on délibère pour qu'on appure le compte 1069 et que cela aille sur le compte 1068, si je n'ai pas de bêtises. Et c'est un montant de 64 540,70 € qui transite entre ces deux comptes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Vous avez dû prendre connaissance des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur celle-ci? Pas de questions sur les décisions du maire? Modification de la restauration scolaire. Oui. Avant, c'était combien? J'ai pas compris la modification de le tarif. Modification des tarifs de la restauration scolaire, 2,80 € le repas et 5 € le repas majoré. Et avant? Et avant, c'était 2,60 et 4,60 le repas majoré. Donc en fait, on a augmenté de 20 centimes, c'est ce qui correspond à la finalité de la négociation qu'on a eue avec le prestataire sur l'augmentation du coût de production du repas. On n'a pas intégré l'augmentation des fluides, etc., etc. On n'est resté que sur l'impact prestataire. Non, c'est une décision là-dessus. Et ensuite, vous avez mis création d'un bon centre de loisirs, coût du projet 2 millions d'euros, région Rhône-Alpes-Auvergne. Vous pensez avoir combien de subventions sur ce projet? Eh ben, on attend d'avoir la répartition de l'enveloppe régionale. C'est en cours de discussion avec la conseillère régionale. Parce qu'on s'aperçoit dans les investissements, même sur le plan de disposition centre-ville, on voit un centre culturel à 3,2 millions hors taxe, estimation du centre de loisirs à 2,1 millions, plus 400 000. Donc on est quand même sur un investissement de 5,7 millions. Non, le centre culturel, on ne fait pas de suite. Non, mais là, on a déposé la demande de subvention que sur la partie centre de loisirs. Non, mais je vous rappelle que dans le dispositif centre, ville et village, il est écrit des estimations. Donc là, on retrouve l'estimation que vous avez prévue sur le centre de loisirs à 2,1 millions, qui a été demandé une subvention. Et donc, il y a une estimation aussi, j'ai vu, du centre culturel à 3,2 millions. Donc en vérité, ça représente quand même 5,7 millions. Non, mais aujourd'hui, la demande de subvention, dans les décisions du maire, là, ce qui est fait, la demande de subvention, la décision qu'on a fait pour demander la subvention, ce n'est que sur le centre de loisirs, à 2,1 millions hors taxe, ce qu'on se disait, ou 2 millions... 2,1 millions, voilà, donc la décision, elle porte là-dessus, elle ne pense pas sur le centre culturel. Le centre culturel, ça sera dans un deuxième temps, en fonction, effectivement, des éléments financiers... mais on n'est bien que sur le centre de loisirs, là. Et par contre, quand on aura l'attribution de la région, vous serez au courant de la participation du région sur ce projet-là. Et ensuite, il y a une autre question. L'attribution du marché de refonte de la CIL. C'est toutes les années, parce qu'il y en avait eu un auparavant. Non. Donc, pas depuis qu'on est élu. C'est la première année qu'on fait un marché pour la signalisation d'informations locales. Ouais. Donc là, la signalisation d'informations locales, je crois qu'elle date depuis 2006, ou même peut-être avant. Parce que je viens juste de regarder sur le téléphone et j'en vois un de 2021, c'est pour ça. Non, mais on a dû certainement lancer le marché en 2021. On a été un peu long et c'est le même. On a été un petit peu long en fait pour analyser le marché, etc. Et donc c'est le marché qu'on avait lancé fin d'année. Je pense que c'était fin d'année que vous retrouvez ici. Et là en fait on l'a attribué ce marché-là. Et là la décision que vous avez, c'est l'attribution de ce marché-là à la société. Ouais. La signalisation d'information locale, elle avait été faite en je crois 2006 ou même avant. Elle est vieille. Hein. Ouais, parce qu'en 2021, il y en a eu un qui a été ouvert en 2021, qui a été clôturé donc en 2021. Donc c'est la retombée de ça, ce qui a été clôturé en 2021, ce truc. Alors, nous, on a lancé un marché, un MAPA. Ouais. Fin 2021, c'est possible, où on a tardé justement à donc c'est celui-ci. D'accord, c'est celui-là. Et il n'y a pas eu d'attribution, on ne va pas attribuer deux fois de marché. Non, parce que là, en fait, il y a tout un travail d'analyse de l'état de lieu de la signalisation locale, et après des préconisations qu'ils vont nous faire,
Et la deuxième étape, ça sera de changer les mâts, etc. D'autres questions? Non. Et donc, on vous souhaite j'ai une question. Ah, pardon. Concernant la rénovation des toitures du bâtiment de la chocolaterie, l'entreprise qui a été retenue pour la MOE, c'est Art Toiture Conception. C'est quoi cette entreprise? Elle est originaire d'où? Et est-ce que c'est local? Alain, je te laisse répondre parce que je ne sais plus où elle est. Alors, c'est une entreprise qui vient de Montpellier, et donc pas locale, hein, bien entendu, et qui est spécialisée dans ce genre de travaux. Voilà. Il y a une consultation qui a été réalisée pour cette maîtrise d'œuvre. Hein. Bien sûr. Voilà. Et justement, dans cette consultation, est-ce qu'il y a eu des entreprises un peu plus locales, régionales, qui ont répondu? Oui, il y a eu une entreprise locale qui a répondu, mais l'analyse nous a dit que au niveau technique, la note était extrêmement basse. Il y avait un problème de manque d'expérience dans ce genre de travaux, parce que c'est quand même un grand chantier, hein, faut en avoir conscience, qui va se faire en trois parties. Donc elle a été éliminée d'office à l'analyse, non pas à cause du tarif, mais à cause de la note technique. Ok, merci. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et puis un bon week-end. N'oubliez pas de venir donner votre souffle dans le cadre d'Octobre Rose dimanche matin. À très bientôt. Et l'équipe... ah oui, alors demain, il y a la permanence des élus. Si l'équipe veut rester 2 minutes après, on n'en aura pas pour longtemps.